bonsoir. Elle avait vu le jour au cœur de la région wallonne, dans la jolie ville de Binche. Ses grands-parents paternels, tous deux nés en Pologne, avaient émigré en Belgique dans les années 30 pour travailler dans les mines de charbon. Elle n'avait pas connu sa mamie, morte à la tâche, mais elle était très proche de son grand-père, qu'on surnommait Dziadek, et qui, bien qu'étant polonais pure souche, lui chantait des berceuses russes le soir pour l'endormir. On disait que Dziadek avait vécu une mystérieuse idylle avec un soldat moscovite avant de rencontrer sa femme et de partir pour la Belgique où la famille s'était implantée. En qualité de Binchoise et de Binchois, il perpétuait la tradition du carnaval. Elle aimait tendrement son grand-père et conserve encore aujourd'hui un souvenir ému des Mardi Gras du carnaval de Binche en sa compagnie et des joyeux personnages aux costumes baroques qui ont bercé son enfance wallonne. Son propre père avait le privilège de faire partie des Gilles, ces personnages arborant un masque de cire et un élégant chapeau surplombé de plus de 300 plumes d'autruche. Chaque année, jusqu'à l'âge de ses 18 ans, elle participait aux Soumons, les préparatifs du carnaval. La ville était en fête, au rythme des tambours, des grosses caisses, des apertatailles et des grelots. On peut encore sentir l'odeur des feux de Bengale sur la Grande Place et l'euphorie aliénante des batailles de confettis. Elle-même, en qualité d'élève de l'Athénée royal, était costumée en arlequine. Sa mère faisait en sorte que son costume soit toujours plus chatoyant chaque année. Sous son masque, elle se sentait enfin respirer. Comme elle rêvait d'intégrer une école de cuisine, à l'âge révolu de 18 ans, elle quitta son pays pour aller étudier à Paris. Abandonner sa Wallonie natale ne fut pas une décision facile. Ce fut pour elle un déchirement. Mais elle était sûre de son choix. Paris. En entrant dans la bouche, métro palais royal, v'là-tu pas qu'un sans dents me fait les yeux doux. Il pousse la chansonnette en mélodie pagaie du siècle dernier, un truc à chialer. Bien qu'il chante pas très juste, il a le regard si tendre que je lui glisse une monnaie dans sa patate du nez. Je m'en vais claquer mon flouze aux galeries farfouillettes, dépenser tout mon pèse aux galeries Lafayette. Dans un wagon bondé, j'entends une corde sonner.
le son d'une guitare, un air que je connais. J'en loupe mon arrêt pour me frayer un chemin, pour voir ce qu'il gamin aux doigts de sorcier. C'est un garçon roumain, virtuose de ses mains. Je lui glisse une monnaie dans sa bourse élimée. Je m'en vais claquer mon flouze aux galeries Farfouillette, dépenser tout mon pèse aux galeries Lafayette. Je vois le bout du tunnel, je sors du souterrain, me voilà sur le trottoir, au métro Pigalle. Au milieu du boulevard, sur un banc vert bouteille, je croise les yeux jaunis d'un clodo sans âge, sifflant son tort boyau cause du pont Mirabeau, d'une lune en camembert que je peux l'appeler Polo. Je m'en vais claquer mon flouze aux galeries Farfouillette, dépenser tout mon pèse aux galeries Lafayette. J'ai filé ma ferraille aux gars qui font la manche. J'ai donné mon pognon à tous les vagabonds. Comme elle rêvait d'intégrer une école de cuisine, à l'âge révolu de 18 ans, elle intégra la prestigieuse école du Cordon Bleu à Paris, capitale de la gastronomie. Entre les cours de cuisine et de pâtisserie, elle ne voyait plus le jour qu'à travers les vitres embuées par les fumées des cuissons qu'elle apprenait à maîtriser. Elle prenait plaisir à faire briller les longs plans de travail en inox, à ranger les casseroles en silence et à se couper les cheveux en quatre pour réussir à millefeuille. Elle aimait être la dernière à quitter la cuisine, pour avoir quelques instants la sensation d'être chez elle, dans cet endroit si prestigieux. Un soir, alors qu'elle ôtait son tablier immaculé, elle entendit résonner dans les couloirs de l'école une musique chaloupée, à la sonorité à la fois métallique et aérienne. Elle suivit les notes qui, comme les cailloux du petit poussé, la guidèrent jusqu'au vestiaire des hommes, situé au fond d'un sombre couloir où elle n'avait encore jamais mis les pieds. Dans l'embrasure d'une porte légèrement entr'ouverte, elle découvrit le visage de celui qui marquerait sa vie, à jamais, Jean-Marie. J'en veux pas d'un mari tellement poli qu'on s'ennuierait pas avec lui. J'en veux pas d'un gentil tout endormi qui ne saurait que dire oui. J'en veux pas d'un ami sans ironie qui mange du salami. J'en veux pas de mari. Moi je veux Jean-Marie. Jean rougis, Jean verdis, Jean bleuis, Jean pâlis. Je fondis, je bouillis, je croupis, je languis, je bondis, j'attendis, j'en maudis, j'en marie. Je souffris, j'assouvis, je frémis, j'agonie, j'en gémis, j'en rugis, j'en mordis, Jean-Marie. J'en veux pas d'un mari, un mon chéri, coulant douceur sous la dent. J'en veux pas d'un oui-oui qui donne envie
de s'enfuir en Australie. J'en veux pas d'habit, un apprenti, un jeune amant étourdi. J'en veux pas de mari. Moi je veux Jean-Marie. Jean rougis, j'en verdis, j'en bleuis, j'en pâlis, je fondis, je bouillis, je croupis, je languis, je bondis, j'attendis, j'en maudis, j'en marie, je souffris, j'assouvis, je frémis, j'agonie, j'en gemis, j'en rougis, j'en mordis, j'en marie. J'en veux pas d'un mari en harmonie avec le grand infini. J'en veux pas d'un patient sans appétit ou qui roule en Ferrari. J'en veux pas de chichi ni de récit sur ses prouesses d'amant. J'en veux pas de mari, moi je veux Jean-Marie. Jean rougis, j'en verdis, j'en bleuis, j'en pâlis, je fondis, je bouillis, je croupis, je languis, je bondis, j'attendis, j'en maudis, j'en marie, je souffris, j'assouvis, je frémis, j'agonie, j'en gemis, j'en rougis, j'en mordis, j'en marie. Assis sur une minuscule chaise d'écolier, Jean-Marie se tenait là. Il avait les yeux fermés sur un sourire tranquille, aux lèvres un peu dédaigneuses, qu'on avait envie de suivre. Ses bras nus embrassaient le corps d'un accordéon bleu métallisé, et ses longs doigts cavalaient agilement sur les touches nacrées de l'instrument. Il s'appelait Jean-Marie. Entre eux, le coup de foudre fut instantané, et ils passèrent bientôt ensemble le plus clair de leur temps. Ils avaient 20 ans. Jean-Marie était réunionnais, et il lui parlait beaucoup de son île qu'il avait quittée alors qu'il était encore un enfant. Il n'avait conservé aucun lien avec la Réunion, hormis son oncle maternel, tonton Jackie, qui habitait en banlieue parisienne. Elle écouta la nostalgie de Jean-Marie et reçut ses larmes amères pendant 10 années. Ensemble, sur scène, à Paris, ils formaient un duo. Elle chantait, il jouait de l'accordéon. Jean-Marie avait appris l'accordéon dans son enfance à La Réunion, et il aimait à se surnommer lui-même le dauphin du Sega. Elle et Jean-Marie s'accordaient harmonieusement, à la fois sur le plan humain et musical, si bien que leur entente donna lieu à quelques grands moments dans certains petits bistrots de la capitale. Leur amour semblait éternel. Environ 10 années après leur rencontre, ils décidèrent de se marier. Pour le banquet, ils voyaient les choses en grand. Après les pâtés d'alouette, la salade de pied de veau à la Clarence, les colombines à la chevreuse, les chromeski, mazagran, talmouses et pomponnettes, le menu se composerait de fricando d'esturgeon, de timbales grimaldi, d'épigrammes panées à l'anglaise et de crapaudines sauce diable, accompagnées d'artichauts barigoules et de pommes giflées chatouillards. En dessert, Jean-Marie avait prévu de cuisiner son fameux gâteau patate à la truffe. Mais le banquet n'eut jamais lieu. Quelques jours plus tôt, Jean-Marie disparut. C'est tonton Jackie qui l'annonça à Judith. Jean-Marie était mort. Dans mon crâne, ça mijote, réflexion de champignons, oignons philosophiques, pensée, lardon fumé, fondu dans ma cervelle. Qui va donc attraper mon bouquet garni? Quand les carottes sont cuites, c'est la fin de mes haricots. Quand les carottes sont cuites, c'est la fin. C'est la fin.
Dans ma gorge ruisselle un beurre salé persillé. Au fond de mon cœur rissole une tête d'ail écrasée, des ailes de rein. Qui va donc attraper mon bouquet garni? Quand les carottes sont cuites, c'est la fin de mes haricots. Quand les carottes sont cuites, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Le long de mes cuisses, un caramel ambré cristallise sur mes pieds de bombes glacées, mystère chocolaté. Qui va donc attraper mon bouquet garni? Quand les carottes sont cuites, c'est la fin de mes haricots. Quand les carottes sont cuites, c'est la fin. C'est la fin. Totalement sidérée et abattue, elle décida de partir s'isoler sur l'île de Watt, au large de la Bretagne, dans le Morbihan, pour tenter de faire son deuil et répandre les cendres de Jean-Marie que lui avait confié tonton Jackie. Elle se disait qu'en les jetant dans l'Atlantique, elle pourrait finir par rejoindre l'océan Indien, soit en longeant les côtes occidentales de l'Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance, soit par le détroit de Gibraltar et le canal de Suez. Quoi qu'il en soit, Jean-Marie rentrerait chez lui, là-bas, à La Réunion, par la voie maritime. Elle passa 2 années, les yeux perdus dans l'océan, pour tenter de faire son deuil. L'île de Watt ne mesure pas plus de 4 km de long. Située au large de Quiberon, elle offre des paysages rocailleux, recouverts de fougères, d'ajoncs, de chardons et d'ail sauvages. Mais sur ce plateau granitique, les arbres sont une denrée rare. On n'en dénombre pas plus de 30. Là-bas, au bar de la Sirène, elle fit la connaissance d'un Wattais qui pêchait le homard. C'était son métier. Il était pêcheur de homard. Il s'appelait Kennedy. Kennedy portait toujours un bonnet rouge et bleu aux couleurs de la Grande-Bretagne et marchait pieds nus. Sans jamais la brusquer, il l'encouragea à reprendre le cours de sa vie. Kennedy avait la sensation de connaître Jean-Marie par cœur tant elle lui en avait parlé. Il savait donc très bien quel genre d'homme elle aimait. Sans chichi, ni oui-oui, ni cubéni. Après 2 années passées à la côtoyer, il lui fit comprendre qu'il était temps pour elle d'aller à la rencontre de nouveaux individus pour reprendre en main son existence qu'elle avait mise sur pause. Un soir, il alla jusqu'à effleurer ses lèvres d'un court et tendre baiser pour lui faire comprendre que oui, il était encore possible pour elle de ressentir des émotions positives. Ce fut un déclic. Elle partit s'asseoir au bord de l'océan, sur la plage du Gouret, pour faire le point. Elle imaginait les dracars vikings attaquant le royaume de Bretagne. Elle visualisait Alain Barbetorte, le roi de Bretagne, écrasant les troupes scandinaves à coups de lance et d'épée. C'est à ce moment-là qu'elle aperçut un homme à l'autre bout de l'immense baie, comme un mirage au milieu du désert. La minuscule silhouette semblait l'appeler en silence. À ce moment-là, elle ressentit une très grande émotion positive. Elle se sentait attirée comme un aimant par un frigo.
Sans aucun contrôle de son propre corps, elle courut 4 à 4 jusqu'à en perdre haleine pour atteindre sa cible. Il s'appelait Farouk. Farouk était égyptien, de religion chrétienne copte orthodoxe. Il s'était rendu sur l'île d'Ouat pour visiter son menhir. Farouk était spécialiste de l'histoire bretonne, à la fois d'un point de vue artistique, religieux et politique. Il n'était pas avare de son érudition et, tout en l'écoutant, elle se sentait rajeunir, telle une étudiante face à son mentor. Séduite par le panache de Farouk, elle avait la sensation nouvelle qu'elle avait beaucoup à apprendre de lui. Farouk était tout ce qu'on peut rêver chez un homme. Tendre et sans colère, il avait la carrure d'une côte de bœuf charolaise saignante et la sensibilité d'un nougat de Montélimar. Très vite, il ne put se passer d'elle. Il la demanda en mariage et elle accepta de le suivre dans son pays pour l'épouser. Tout alla alors très vite. Le jour J, toute la famille de Farouk était ornée de parures, de bijoux et de costumes de soirée. Elle-même était vêtue d'une robe de mariée traditionnelle égyptienne cousue dans un épais tissu du type rideau. Farouk, lui, ne portait qu'une simple djellaba de couleur écrue qui mettait en valeur ses yeux d'ébène. Au moment de répondre à la question cruciale, elle fut prise d'un terrible effroi et se mit subitement à transpirer à grosses gouttes. Instinctivement, elle se mit à courir pour échapper à cette cérémonie et à toute cette pression familiale qui soudain l'oppressait. Tout en détalant, elle se sentait libérée. Un tel engagement n'était pas pour elle, en tout cas pas tout de suite. Elle se rendit aussi compte que dans la précipitation, elle s'était enfuie en laissant derrière elle toutes ses affaires personnelles, et notamment son passeport. En arrivant au bord de la mer, elle aperçut un bateau prêt à partir, sur lequel elle parvint à embarquer en monnayant sa traversée contre sa somptueuse robe de mariée. Le navire transportait de nombreux migrants désireux de traverser la Méditerranée. À bord du bateau, elle fit la connaissance d'un Érythréen. Il s'appelait Eloua. Eloua ne semblait pas pressé de fonder une famille. Son visage était un mélange de Freddie Mercury, Buster Keaton et Eddie Murphy. Il avait été danseur de claquettes jadis et avait fait le tour du monde. Durant la traversée, il lui raconta sa vie en fixant l'horizon noir. Rêver d'un ailleurs, tenter le grand saut, oser traverser Méditerranée, marcher sur l'eau, anti-héros, chavirer, chavirer. Sans prendre d'élan, miser tout son sang, provoquer le vent, braver le
rêves de là-bas, danser sur les flots d'un cri sans écho, risque sa peau sur un rafiot, chavirer, chavirer. Tracer un sillon, élixir ou poison, traverser l'écran ou périr en allant au fond marin, tendre la main, chavirer, chavirer. Tout en écoutant Éloi, elle profitait des saccades du roulis pour se serrer un peu plus contre lui. Sans avoir l'air d'y toucher, Éloi glissa sa main sous la couverture de survie qu'elle avait posée sur ses épaules pour remplacer sa robe de mariage. Doucement, il lui caressa le coude en faisant pianoter ses longs doigts sur une peau frissonnante. La pluie s'était mise à tomber et elle pouvait sentir le bateau glisser sous elle. Elle ne sut jamais si Éloi avait ressenti le même frisson, mais elle se plaisait à croire que oui. Éloi avait travaillé comme danseur à Los Angeles, dans un cabaret, disait-il, qui s'appelait The Crazy Dog. Et il lui nota l'adresse sur un petit bout de papier avant de plonger dans l'eau, ses claquettes à la main, pour rejoindre la Sicile à la nage. Quant à elle, on la débarqua en Italie, où elle fut emmenée dans un centre de rétention. Et il y avait là toutes sortes de personnes de pays différents, des Syriens, des Libyens, des Afghans, des Burkinabés, des Turcs. Elle-même n'était pas tout à fait définie au niveau de la nationalité, puisqu'elle n'avait plus de papier. On l'emmena dans un bureau tout blanc, où un bel homme, tout blanc, lui aussi, l'attendait. Il s'appelait Giuseppe Nutelli. Giuseppe semblait avoir une vie stable. Il était psychologue. Lors des nombreuses séances qu'il lui accorda, une relation ambiguë se tissa entre eux. Et peu à peu, elle comprit que celui qu'elle prenait pour un héros humaniste n'était autre qu'un abuseur opportuniste. Profitant de son statut pour séduire les jeunes migrantes, il les mettait une à une dans son lit sans scrupule. Et pour couronner le tout, il fomentait une activité interlope de trafic de faux papiers. Il avait un tiroir rempli de passeports de tous les pays du monde. Vénézuéliens, Camerounais, Slovaques. Elle décida de mettre la situation à profit pour faire chanter l'Hidalgo en échange de faux papiers. Elle obtint donc un passeport neuf qu'elle choisit au hasard. Ces faux papiers étaient très bien faits. Ils ressemblaient vraiment à des vrais. Elle devint alors Aiden Brown. My name is Eden. I am an Australian. I can't speak English cause my dialer is rich. I want to break free, walking down the street. Dreams are my reality. I can get no satisfaction like a hobo in Trench Town. And I'm feeling good on the dark side of the moon.
I can't speak English, cause my Tyler is rich. You give me fever, stand by me. I don't wanna be all by myself. What a wonderful world. Imagine all the people make a better place for you and for me. My name is Eden. I am an Australian. I can't speak English cause my Tyler is rich. I can't speak English cause my Tyler is rich. I can't speak English cause my Tyler is rich. Merci. Elle avait décidé d'aller tenter sa chance à LA, avec en poche le fameux contact fourni par Éloi sur le bateau 2 mois plus tôt. Elle n'eut par ailleurs aucun mal à soutirer de l'argent à cet escroc de Giuseppe pour financer son voyage. Sur le petit bout de papier, le danseur de claquettes érythréen avait griffonné une adresse et un nom mystérieux. The Crazy Dog. Le patron, Mr. Rover, était un petit homme gras à la peau mate. Face à lui, elle ne ressentit aucune émotion positive. Il l'accueillit à bras ouverts et il lui proposa de commencer tout de suite à travailler. Voilà déjà presque 3 années qu'elle n'avait plus chanté en public. La dernière fois, c'était avec Jean-Marie, dans un de ces troquets parisiens sans prétention du côté de Belleville, où la foule s'était enflammée sur les airs de ces gars. Le soir même, elle se produisit seule sur la petite scène du Crazy Dog. Elle reçut un accueil plutôt chaleureux, si bien que Mr. Rover l'embaucha. Elle mit un certain temps à comprendre qu'elle n'avait pas été embauchée uniquement pour chanter. Le Crazy Dog n'était pas seulement un cabaret burlesque, mais aussi et surtout un bar à putes. Elle était tant aux abois, question finance, qu'elle accepta de travailler pour Mr. Rover et commença à se prostituer. Elle fut prise dans un engrenage qu'elle ne maîtrisait pas et apprit à jouer le rôle qu'on attendait d'elle. Scarlett, Ashley, Kimberly, Samantha. Au début, à distance des autres filles du Crazy Dog, elle apprit peu à peu à les connaître, à les admirer et à les comprendre. Scarlett n'a jamais su dire bas les pattes à l'homme en rue. Sa chair à louer, corps de métier, trop échancré. Ashley vend son temps au plus offrant dans maison close. Mise à nu par vif argent, absentiment. Au lit elle vit, au lit elle vit, au lit elle vit. Au lit elle vit, au lit elle vit, au lit elle vit. Kimberly prend la pause, se donne à voir sous les regards. Dans son bas-ventre, oh les vieux
cœur comme dans du beurre. Ça m'en pas dit tout bas. Oh vieux messieurs, viens dans mes bras. Prends mon corps entre tes mains, mon riche écrin. Au lit elle vit, au lit elle vit, au lit elle vit. Au lit elle vit, au lit elle vit, au lit elle vit. Et elle a pris le pli, a pris la technique de l'heure des clics. Question de jeu, question de rythme, question de fric. Oh là-bas, au lever du soleil à Hollywood. De là-bas, on voit le soleil sur Hollywood. Hey. Au lit je vis, au lit je vis, au lit je vis. Au lit je vis, au lit je vis, au lit je vis. Un soir, qu'elle se produisait sur la scène du Crazy Dog, dans le public, un jeune homme grand, blond et bien fait de sa personne la fixa de son œil bleu sans la lâcher du regard. Après le spectacle, il va la trouver dans sa loge pour la féliciter. Il s'appelait Hugo Waldmann. Hugo était allemand. Oh Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blinkt dein Auge, wie liebst du mich. So liebt die Lechtsche Gesang und Luft und Morgenblümen den Himmelsduft. Wie ich dich liebe mit warmem Blut, wie du mir Jugend und Freude und Müt zu neuen Liedern und Tänzen gibst. Sei ewig glücklich, wie du mich liebst. Elle ne put pas lui résister. Devenu accro aux prouesses techniques qu'elle déployait, Hugo lui proposa de l'accompagner pour un déplacement professionnel. Il devait se rendre dès le lendemain à l'étranger pour un rendez-vous d'affaires. Hugo était dealer de cocaïne. Mais elle saisit cette opportunité pour enfin s'échapper de son cercle vicieux. Avec lui, elle prit l'avion pour la Colombie. Le chef du cartel que devait rencontrer Hugo se cachait dans la jungle, loin de la civilisation. Elle laissa son homme à son rendez-vous pour aller visiter les alentours. Elle s'enfuit dans une forêt d'arbres gigantesques et touffus. C'était plutôt agréable, jusqu'au moment où elle se trouva nez à nez avec un boa constrictor de la taille d'un gazoduc qui s'enroulait doucement autour d'un gros tronc en la fixant de son petit œil perçant. Laisse-toi serrer, douce enfant à la chair lisse. Te faire succomber sera mon seul délice. Le souffle coupé, elle fut prise d'un état de catatonie. C'est à ce moment-là qu'un homme a surgi de nulle part, un sabre à la main. Il trancha d'un coup sec la tête du boa qui tomba par terre et continua de s'agiter nerveusement quelques instants. Sploc, sploc. Reprenant sa respiration, elle n'eut que le temps de voir disparaître un dos ambré derrière les arbres. Son sauveur, il était presque nu sous son slip. Hugo arriva, trop tard. Il la serra dans ses bras, et c'est à ce moment-là qu'un moustique d'une taille démesurée les piqua tous deux dans leurs clous respectifs. On peut croire que cet épisode de l'histoire est anodin, mais pas du tout, car les moustiques colombiens sont très dangereux et véhiculent des maladies très graves telles que le Zika. En quelques heures, leur état de santé se dégrada sérieusement. Fièvre, frissons et douleurs articulaires les transpercèrent de la mort. Ils décidèrent donc de faire appel à un rapatriement sanitaire. Hugo rentra chez lui, en Allemagne. Quant à elle, munie de son vrai faux passeport, on l'en a en Australie. En effet, les vrais faux papiers fournis par Giuseppe étaient au nom d'une Australienne dénommée Eden Brown. On la déposa devant un ranch isolé.
où elle fit la connaissance du propriétaire du ranch et de la propriétaire du passeport. Ils s'appelaient James et Eden Brown. Son histoire les toucha beaucoup et ils acceptèrent de l'héberger quelque temps. Elle resta 1 an chez eux. Elle y apprit à monter à cheval et à s'occuper du bétail, tout en tombant peu à peu en amour pour James. Elle n'osa jamais lui avouer, mais son air de cow-boy au grand cœur la rendait folle. Grâce à James, elle sut qu'une nouvelle forme d'amour était prête à s'installer en elle. James n'était pas un rebelle comme Hugo. Pour la première fois, elle ressentait qu'une profonde gentillesse pouvait éveiller en elle un désir bien plus puissant que celui qu'elle éprouvait jadis grâce à ses anciens fantasmes de pirate lui faisant courber les chines. La nuit, elle rêvait que James lui chantait des chansons folkloriques au coin d'un feu de camp. Le jour où ma pépite a débarqué dans mon ranch, c'était à l'ombre d'un eucalyptus. Elle avait dans ses poches rien que des faux papiers, ma pépite, aux couleurs du paradis, ma pépite. Quand un jour ma pépite m'a révélé son tourment, en se cachant derrière l'eucalyptus, tout mon or a fondu pour le cœur de ma pépite. Si tu savais mes envies, ma pépite, chante ma petite, chante ma pépite, chante avec moi quand tu seras là-bas. Quel que soit ton vrai nom, je t'attendrai sous l'eucalyptus en chantant cette chanson, ma pépite. Si un jour ma pépite disparaît dans le couchant, sans un regard pour son eucalyptus, dans chacune de mes larmes toujours brillera ma pépite. Dans chaque étoile de la nuit, ma pépite, pour toujours ma pépite, illuminera le vent, soufflant dans les feuilles de l'eucalyptus. De l'hiver à l'automne, jamais j'oublie ma pépite. C'est toi la save de ma vie, ma pépite. Hey, chante ma petite, chante ma petite, chante avec moi quand tu seras là-bas. Quel que soit ton vrai nom, je t'attendrai sous l'eucalyptus en chantant cette chanson, ma pépite. Hey, chante ma petite, chante ma petite, chante avec moi quand tu seras là-bas. Quel que soit ton vrai nom, je t'attendrai sous l'eucalyptus en chantant cette chanson, ma pépite. Mais James ne lui chanta jamais cette chanson. Une nuit, après une soirée planante en compagnie d'Eden et James autour d'un feu, elle partit s'allonger sur le sol à l'écart, sous un cactus endémique. Les yeux clos, bercée par le son du vent dans les feuilles d'eucalyptus, elle entend comme une voix outre-mer lui susurrer des mots doux à l'oreille. Ton périple touche à sa fin, Judith. Tout ce que tu as traversé jusque-là fait maintenant partie de toi. Tu peux clore cette étape de ta vie. Le son de la voix mystérieuse se transforme peu à peu en un léger souffle, comme une note chuchotée par le vent. Un frisson la parcourt. En ouvrant ses yeux rougis vers le ciel étoilé, elle est saisie par une vision déroutante. Le ciel entier se déploie en volutes verdâtres, aux formes kaléidoscopiques et hypnotisantes. Soudain, les nuages célestes se colorent en bleu métallisé, et le vent se met à souffler avec force, mais sans violence.
C'est un message que lui adresse la nature. Bien qu'elle ne croie pas en Dieu, elle sent à ce moment-là une présence invisible qui lui indique le chemin à suivre. Il est temps pour elle de prendre son envol vers l'île de la Réunion, à la recherche de l'accordéon bleu de Jean-Marie. Café grillé va coule dans mon bec d'un choix. Un macacha, mi ça mange avec de la barre. Mi ça mange de son porco baba barachois. Mi ça mange ça si même samosa. Perso si la housse va protège à moi bébête la mort sous elle rempart qui avec elle à moi mi dort. Craté à la fournaise, mi ça la gâté à dépitation. En l'air là-haut qui tombait à moi mi vol. Mi vol dans l'avion, direction la Réunion. Mi ça va rendre marron sur l'accordéon. Paré, pas paré, paré sans filet. Restant mon vie pour rôder, restant mon vie pour rêver, saura les pousser. M'a oublié. Coup de sec en vallée dans la boutique chinoise. Si tant elle m'en mis, savoir tek tek de là-bas. Crasé dans le pilon, un m'a salé, ça noir. Mi salisse mon doigt, vous gagne la soie. Dans le quai à la forêt, qui ça va, caresse gros orteils, chatouille mon tel l'espoir, à moi mi rire. Si un piton des neiges, mi ça loupe l'avenir en coton, adieu barzo à l'horizon, à moi mi rêve. Mi vol dans l'avion, direction la Réunion, mi ça va rond dans marron, sur l'accordéon. Paré, pas paré, paré sans filet. Restant mon vie pour rôder, restant mon vie pour rêver, saura les pousser. M'a oublié. Paré, pas paré, paré sans filet. Restant mon vie pour rôder, restant mon vie pour rêver, saura les pousser. M'a oublié. Merci à toutes, merci. Mais je voudrais remercier le Festival Comédie pour son accueil. Donc, je voudrais remercier Monsieur Philippe Guirado, président du Festival Comédie, ainsi que Vincent Pradel, vice-président du Festival Comédie. Je voudrais également remercier Corinne Asman, notre référente. Je veux également remercier Tristan Thomas, régisseur général du Festival Comédie. Je veux bien sûr remercier Valérian Roux, technicien chef, ainsi que Florent Simon, technicien chef. Mais je voudrais également remercier Sylvia, notre chef de salle, ainsi que les bénévoles qui l'accompagnent, Babette, Guy, ainsi que Laura, Pauline et Anna, bien sûr. Mais je voudrais également remercier Michael et Emmanuel pour leur soutien à la culture. Et je voudrais également remercier tout spécialement Vincent Roca pour la gestion des contrats. Et aussi, je voudrais remercier la Société Blanche Biaget pour l'entretien à la photocopieuse. Bien sûr, je voudrais aussi remercier tout spécialement mon guitariste, Olivier Gérard. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris. Judith, c'est moi-même. C'est mon histoire que je me raconte. Bon, avec la complicité Olivier, bien sûr. Olivier m'a rencontré à lui dans le temps confinement. Parce que, en fin de compte, moi, je suis arrivée à La Réunion il y a 10 ans. Voilà. Et au début, j'étais en découverte, ma va-vang à droite à gauche. Et puis, depuis 5 ans de ça, il me reste côté la plaine des Cafes, 23e kilomètre Wacourt. Et en fin de compte,
ne sais pas si ça t'y rappelle, mais le confinement la tombe le 15 mars 2020 et Olivier la débarque dans mon case 14 mars 2020. Ça qui fait nous la passe tout le temps confinement ensemble, 3 mois par là. Il a appris à connaître à nous, on fait de la musique ensemble. Elle me rappelle Olivier. Et c'est comme ça, nous l'a écrit le banc de chansons que Zot l'entend la soir. Le nom à Zot. Ça c'est le carnet de chansons, c'est là-dedans, il écrit tout le banc de chansons, Zot l'entend. Voilà, on a mon prénom écrit dessus. Donc là-dedans, on a tout. Pour expliquer un petit peu à Zot le processus création, en fin de compte, moi, il m'écrit le banc de paroles, le texte, le mot, quoi. Et après ça, Olivier lui met la musique dessus, arrangement, composition, mélodie, tout ça. Voilà. Donc là-dedans, on a tout. On a Jean-Marie, j'en veux pas de Marie, je veux Jean-Marie, il est écrit là-dedans. La chanson en français, la chanson en anglais. La chanson en créole également. D'ailleurs, on est en train de rendre compte Micos créole avec Zot, là. Et Olivier, depuis combien de temps Micos créole, là, moi Et, excusez-moi, mon pardon, messieurs, dames, mais l'esclave de certains cause pas créole. Est-ce que tout le monde il comprend que ça midi? Et bon, si de certains, tout le monde cause créole. Tout le monde. Alors, je ne connais pas, le monsieur Alain Guyard est venu là? Il n'est pas venu, hein? Il n'est pas venu. C'est le monsieur qui l'a joué hier soir ici. Voilà, vite à lui, mais bon. Et sinon, si tu as des personnes qui viennent de métropole, ben, peut-être certains peuvent traduire pour eux, si je ne comprends pas. Bon, il connaît Micos créole avec l'accent belge seulement, hein. Ça, l'accent mon pays, il connaît, c'est métissage. Ben, là, moi, mon carnet de chansons, justement, et en fin de compte, comme il te connaît, nous, ça a joué Saint-Joseph à soir. Hier au soir, on m'a écrit une petite chanson en rapport à la vie de Saint-Joseph, l'ambiance, tout ça là. Enfin, disons, il n'est pas encore une chanson, il est juste un texte. Olivier ne connaît pas encore ce texte-là. Donc, ça va découvrir en même temps que Zot. Enfin voilà, si Zot est d'accord, mis ça à lire pour Zot, disons en exclusivité, le texte m'a écrit hier au soir Saint-Joseph. Est-ce que Zot est d'accord? J'ai mis ça à lire. Saint-Joséphois, en toi j'ai foi. Ça c'est l'intro. Quitter la rocade, rivière des remparts, le pont enjambé, Saint-Joseph, laisse-moi entrer. Croiser un talon, en bas la station. Manger à midi un cheeseburger de ces Juicy's. Et se sentir bien, Saint-Jo, enfin. Bichic, pique-nique, safran, pays, Maoul, Padjon, Austral, sauvage. Un coq, bataille, 2 paillanqués, 3 vacoa, 4-4, roche plate. S'accrocher aux lianes, rougir à Cap Jaune, tirer au butor dans le mille du centre-ville, rencontrer son prince au petit coin charmant, dans son carrosse se croire dans un conte de fées, et croiser les doigts jusqu'à Matuta. Pichic, pique-nique, safran, pays, Maoul, Padjon, Austral, sauvage. Un coq, bataille, 2 paillanqués, 3 vacoa, 4-4, roche plate. Manapa ni les bas, manapa ni les bains, carrosse, Bézard, les lianes, la plaine des Grecs, Jean Petit Grand Coude, Goyave et les Jacques, Vincent d'Olangevin, Jacques Paillette, Parc Mouton la Crête. Envoler vite vers l'Antarctique,
chic, pique-nique, safran, pays. Marble, pas de jaune, austral, sauvage, un coq, bataille de paille en quai. 3 Vacoa, 4-4, roche plate. Vous êtes là un peu assisté la magie de la création en direct. Voilà, mais Olivier, là, elle improvise, quoi, la musique comme ça, c'est comme ça nous travaille, quoi. Moi, Mimi, j'adore hein, ce moment comme ça, il est magique, quoi. C'est très important pour moi de chanter ici ce soir. Parce que même si je suis venue à La Réunion pour chercher l'accordéon de Jean-Marie, hein, quand je suis arrivée, j'avais une quête. Hein, vraiment, j'avais un objectif et je me suis mis à la recherche de cet accordéon. D'ailleurs, je suis allée chez le père de Jean-Marie qui habite toujours, je pense, hein, du côté de la ravine des Citrons, à l'entre-deux. Peut-être certains connaissent. Bon, je me suis rendue chez lui et il m'attendait au barreau avec un fusil. Il y avait également 2 chiens qui étaient là, je me souviens. Bon, il semblerait qu'il ait été cambriolé à plusieurs reprises et ça le rendait un peu méfiant. Soit. Je me suis présentée, mais il n'a pas été très amical avec moi. Alors je lui ai demandé s'il avait l'accordéon de Jean-Marie. Et il m'a répondu que non, et il a refermé le bar. Voilà, donc je n'ai pas retrouvé l'accordéon de Jean-Marie. Enfin, du moins pas tout de suite. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, je referme la parenthèse. Je me rends compte, en fait, qu'aujourd'hui, cette quête n'a plus d'importance pour moi. Et pour la première fois, je peux le dire devant vous, messieurs, dames, j'ai fait mon deuil de Jean-Marie. Je crois que ce qui compte quand on traverse des péripéties dans son existence, c'est de pouvoir se trouver grâce aux rencontres, je veux dire grâce aux autres avec un grand K. Je pense vraiment que nous n'existons pas sans les autres. Hein. Je veux dire d'un point de vue ontologique, philosophique, métaphysique même. Et physique, bien sûr, d'un point de vue physique. Je veux dire, très concrètement, messieurs, dames, quand je vous vois, je peux me voir à travers vous. Je veux dire, c'est une version de moi. Dans chacun de vos yeux, c'est une version de moi que je peux voir. Et j'ose espérer que vous aussi, quand vous me regardez, vous pouvez vous voir en moi. Je crois que le plus important, c'est de ne pas avoir peur. Comment te dire en face, j'aimerais que tu m'en lasses toujours. Comment te dire ma flamme sans rougir, ma peau blanche, mon âme. Comment te dire ce soir, je rêve d'être une guitare dans tes bras. À la mon petit secret, à soir midi, à toi.
Caresse-moi, cajole-moi, choisis-moi, embrasse-moi, engage-moi, enrôle-moi, ennuie-moi, attrape-moi, saisis-moi, susurre-moi, saoule-moi, ose-moi, rougis-moi, envole-moi, ravis-moi, je t'en prie. Dis-moi si. Dis-moi si. Dis-moi oui.